Christopher Dembick vous répond. Alors, énormément de questions cette semaine, et notamment, on va commencer par celle de Moops, qui a été posée via X, donc il m'a posé au cours de la semaine. Je le cite, parce qu'on a beaucoup parlé du Venezuela, et certains d'entre vous, vous savez que c'est aussi un de mes centres d'intérêt. Pour un investisseur souhaitant s'exposer au Venezuela, quels sont les meilleurs véhicules d'investissement, obligations, sociétés pétrolières étrangères, fonds émergents spécialisés ou matières premières? Alors, ça reste toujours un marché qui est très, très compliqué. Vous avez aujourd'hui, essentiellement, si vous souhaitez être exposé, quelques fonds émergents qui ont de la dette du Venezuela, alors essentiellement de la dette souveraine. En France, en tout cas, ça n'existe pas des acteurs qui ont notamment de la dette de PDVSA, qui est l'entreprise publique d'exploitation pétrolière, mais vous pouvez éventuellement en acquérir en direct, j'oserais dire. Ça reste encore un compartiment de marché qui est extrêmement risqué, donc il faut être vraiment très prudent. En revanche, on ne jouera pas via les matières premières, puisque le Venezuela, en dépit de ce qui a été dit aujourd'hui, n'est pas un acteur essentiel et risque de ne pas l'être dans les prochaines années au niveau du marché des matières premières, donc ça aura assez peu d'impact. Et sur les sociétés pétrolières étrangères, ça reste encore des parts de marché qui sont beaucoup trop marginales, notamment pour les majors américaines qui vont exploiter davantage au Venezuela. Ça ne va pas être un élément différenciant. Donc très clairement, plutôt sur des fonds qui sont spécialisés donc, dans la dette des pays émergents, notamment dans la dette des pays émergents qui sont plutôt en difficulté, et vous pouvez avoir au grand maximum 4-5% d'allocation sur la dette du Venezuela. Le point qui est important, c'est que sur la plupart de ces fonds, l'année dernière, ils ont quand même connu une bonne performance, et ça a notamment été aidé par les derniers événements au Venezuela. Une question ensuite de Marc-Antoine. Au vu de la récente envolée du cours de l'or vers de nouveaux records, pensez-vous qu'il est encore pertinent d'y investir aujourd'hui? Si oui, quelles sont les principales limites et zones de vulnérabilité de cette hausse? Alors, on en a parlé avec mon invité Maud précédemment, un peu ce sujet de risque de correction. Très objectivement, vu l'envolée qu'on a connue sur l'or ou les autres matières premières, bien évidemment, on a un risque à un certain stade d'avoir une correction. Je le rappelle, par exemple, sur l'or, tout le monde a en tête, bien évidemment, la très belle hausse de l'année 2025. En revanche, vous avez eu 3 mois de plateau. Alors, ce n'était pas une correction, mais 3 mois de plateau au cours de l'été qui avaient notamment avantagé l'argent. Donc ce type de mouvement est tout à fait perceptible et pourrait continuer d'être important. Peut-être juste à regarder les flux, vous le savez que c'est un élément que je regarde très régulièrement. Sur les flux, il faut bien sûr regarder les flux des banques centrales, Maud Reinalter l'a évoqué, mais aussi les flux des fonds spéculatifs et des acteurs institutionnels. Ce sont eux qui vont porter le marché cette année parce qu'ils sont sous-alloués aujourd'hui au niveau de l'or et des métaux précieux en règle générale. Ce sont eux qui sont acheteurs. Pourquoi? Alors pas tant à cause du risque géopolitique, mais parce qu'en face, du côté du client, vous avez une demande. Et dernière question qui va être aussi assez rapidement abordée, celle de Clément. Dans le contexte actuel où le dollar semble fragilisé par les politiques américaines, c'est ce qu'on parlait de debasement trade, et la rhétorique autour du sell America, comment voyez-vous évoluer? Quelles sont les implications? Alors c'est ce que je disais précédemment. Toujours très compliqué les prévisions sur le marché d'échange. En règle générale, on se trompe. Il faut être très franc et extrêmement limpide à cet égard. Et on fait souvent des prévisions à 3-4 mois au grand maximum qui sont crédibles. À un an, elles ne le sont pas. En revanche, vous avez effectivement cette thématique de debasement trade, c'est-à-dire on sort un peu des actifs en dollars, que ce soit des actions, éventuellement de l'obligataire, et donc une tendance baissière du dollar qui pourrait être accentuée par les baisses de taux, différentielles de politique monétaire, et bien sûr la pression de la Maison-Blanche. Si on essaie d'avoir une cible avec la plus grande prudence possible, et vous m'excuserez si on ne l'atteint pas ou si on l'atteint assez rapidement, sur l'euro-dollar, ça peut être assez crédible après avoir atteint les 1,20 cette semaine, d'aller vers les 1,25. Mais on y reviendra bien évidemment sur cette question du dollar. Et encore une fois, si vous avez une exposition aux actifs américains, ce n'est pas pour autant qu'il faut se désengager complètement. Vous avez toujours des très belles opportunités. On le parlait notamment sur le segment de la tech. Et j'ai une autre question d'Elias. Quelle part de l'allocation peut-on raisonnablement envisagé pour les cryptos et vers quel type faut-il se tourner? Et je suis ravi d'accueillir Enzo Allo, vous êtes fondateur de cryptopatrimoine.fr. Alors c'est une question qui est, je pense, assez classique pour vous, j'imagine, mais on le voit de plus en plus, effectivement, cette volonté d'intégrer un peu plus abondamment la part crypto dans l'allocation d'actifs. L'invité précédent nous disait même qu'au Luxembourg, vous avez eu des contrats qui ont été proposés pour les investisseurs. Vous avez à la fois or, donc métaux précieux, plus crypto, et ça fait une très bonne performance en 2025. Pour un investisseur, on va dire lambda, c'est toujours compliqué, mais on va dire quelle est selon vous la part qu'il faudrait avoir et vers quelle crypto se tourner? Bonjour, eh bien je dirais que pour un néophyte, une bonne on va dire, répartition serait 80% Bitcoin, 20% crypto. Et vous ferez bien attention à ce que je dise Bitcoin et crypto. Ouais. Il y a vraiment une différence, je pense, quand on aborde ce sujet pour la première fois.
Commencer par acheter autre chose que Bitcoin reviendrait à démarrer sur le marché action en achetant une small cap dans la biotech. C'est une bonne comparaison. Je pense que et en règle générale, on ne conseille pas ça. Voilà. Donc, en fait, il faut y aller par étapes et le mieux, c'est d'y aller de manière un peu évolutive. Commencer par acheter ce qui a le plus de chances d'être encore là dans 10-15 ans. Et effectivement, ensuite, commencer à se diversifier sur d'autres technologies. S'il y a d'autres technologies blockchain à aller voir, je parlerais plutôt d'infrastructure pour le coup. On a vu le forum de Davos la semaine dernière et on peut voir un petit peu les prémices des modifications du modèle bancaire qu'on va avoir dans les 5-10 ans comme infrastructure blockchain. Et donc, il va y avoir des gagnants, quelques gagnants. Je pense que si on compare dans les années 2020 à la bulle Internet, on n'a pas eu 36 000 gagnants de tout ce grand remue-ménage sur Internet. Je ne pense pas que 100% des cryptos, je pense que 98% des cryptos qu'on a aujourd'hui partiront à la poubelle dans les 5 prochaines années. Pour quelle raison ? Pas d'utiliser. On a un manque de création de valeur. C'est juste de la spéculation, entre guillemets. La spéculation, c'est... Mais... Non, bien sûr. Et c'est aussi, il faut bien essayer. Je veux dire, on est sur une nouvelle technologie. Donc, certains ont une idée de penser pouvoir créer de la valeur sur tel secteur. Mais en fait, ça ne marchera pas parce qu'ils se feront dépasser pour telle raison. Et en fait, on aura une concentration, je pense, des acteurs puisque la technologie induit... Alors là, on est obligé d'entrer un petit peu dans le technique, mais les blockchains, généralement, sont cloisonnés. Et donc, plus on va avoir de cloisons, moins on va avoir un marché qui sera lisse et qui aura tous les flux qui pourront communiquer. Donc, avoir des technologies qui permettent vraiment d'avoir une infrastructure de marché qui permette de communiquer fera qu'on aura potentiellement, je pense, peut-être une dizaine de cryptos qui feront fonctionner, peut-être une seule. Il suffit que les banques s'allient entre elles et disent nous, on va créer une technologie blockchain pour nous permettre de communiquer entre nous, remplacer le message SWIFT d'une certaine manière. Bon, voilà, elles ont gagné le jeu. Elles auront leur crypto qui permettra de faire marcher l'infrastructure. Et voilà. Donc, pour commencer, je dirais Bitcoin, pour répondre à la question originale. Et ensuite, prendre un petit peu de risque sur, on va dire, des blockchains qui vont permettre de jouer l'infrastructure réseau. Plutôt que d'aller... Pour donner un contre-exemple, ça serait de dire, moi, par exemple, je crois très fortement au Metaverse. Et donc, je veux m'exposer au Metaverse. Vous avez 2 solutions pour le faire. Soit j'achète le jeton d'un Metaverse et je m'expose à son succès uniquement, soit je creuse un petit peu et je me remarque que généralement les métavers sont construits sur des infrastructures blockchain comme Ethereum. Et donc, par exemple, si j'achète Ethereum, je m'expose à ce métaverse-là, à son succès, mais également à l'ensemble des autres sous-secteurs qui seront développés sur Ethereum. Donc, j'ai plutôt une approche défensive, vraiment bottom-up, pour le coup, où je vais construire un portefeuille un petit peu diversifié avec un cœur, Bitcoin, et ensuite, là, on va être sur plus du pari, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que pour le coup, on est vraiment dans la prospective. Oui, sur la partie à risque, comme si on avait une allocation en actions. Disons qu'il y a les valeurs bas de portefeuille, normalement, ça devrait aller sur le temps long, et vous avez la partie un peu plus à risque automatiquement. Si on rentre un peu dans le détail, alors aujourd'hui, on le voit, il y a un momentum en faveur de l'or qu'on n'avait pas il y a quelques années de cela. Au niveau de l'allocation d'actifs générale, quelle est la proportion, selon vous, justement, où on devrait détenir des crypto-monnaies ? Là-dessus, je pense que c'est vraiment lié au profil de l'investisseur. Quelqu'un qui a 20 ans, qui vient d'avoir un petit héritage de 20 30 000 euros, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, pour moi, qu'il fasse au lit, entre guillemets, encore une fois, si je reprends les expressions... Ça ne me choque pas. C'est très risqué, effectivement, mais il est jeune, il a le temps pour se refaire, il a peu de responsabilités. Et c'est ce qu'on dit, en allocation d'actifs, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre de prendre du risque, normalement. En revanche, quelqu'un qui vient me voir à la cinquantaine, qui a plusieurs enfants et qui a 50 000 euros qu'il a épargné pendant toute sa vie, là, c'est un projet beaucoup trop risqué, surtout s'il n'est pas propriétaire avant de sa résidence principale, qu'il n'a pas un PEA compte titre. Enfin, je conseille d'abord d'avoir un processus d'investissement classique de diversification sur les actifs traditionnels et sur la petite poche risquée, si on n'a pas de private equity, si on n'a pas de choses un peu plus risquées, d'aller mettre une petite poche sur les cryptos. Et dans ce cas-là, entre 5 et 10%, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, nous, avec nos clients, c'est plutôt des clients assez fortunés. Donc, parfois, on peut aller un petit peu plus haut ou même un petit peu plus bas parce que 5% pour eux, ça reste... goutte d'eau, on va dire ça comme ça. L'assise, tout à fait. Donc, eux peuvent se permettre de prendre plus de risques. Donc, connais-toi toi-même, comme pour tout investisseur, en fonction de mon âge, en fonction de ma durée d'investissement. S'il y a un projet, le pire projet, c'est vouloir devenir riche en 6 mois. En règle générale, ça ne marche pas. Où il y a une chaîne de Ponzi quelque part, il y a un sujet. Exactement. Donc, si vous n'avez pas déjà un peu de temps devant vous, du 3-5 ans au moins, que vous n'avez pas de l'argent à perdre, parce que c'est aussi investir de l'argent qu'on est prêt à perdre, en fait, ce n'est pas un marché qui est fait pour vous. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus risqué dans les investissements qu'on puisse faire. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, du coup, pour le coup. Et si on essaye de se projeter,
Aujourd'hui, on voit effectivement, c'est surtout le Bitcoin qui est très clairement, et j'approfondis juste un peu la question. Au-delà du Bitcoin, vous avez parlé de l'Ethereum. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'il faudrait prendre en considération, d'autres noms qui vous paraissent intéressants en conclusion? Moi, j'aime bien la thématique liée à l'argent, justement, qu'on a en ce moment. J'aime bien la thématique de réserve crypto finie. C'est-à-dire que vous avez des crypto-monnaies qui ont une impression monétaire. C'est classique, comme pour l'euro, le dollar. Donc, vous avez des bitcoins qui s'impriment tous les jours, des Ethers qui s'impriment tous les jours. Et en fait, ce qu'on va regarder, ça va être ce rythme d'impression. Typiquement, moi, je suis intéressé aujourd'hui un peu par Litecoin, qui, comme la thématique serait que l'or digital serait Bitcoin, mais en fait, on va chercher l'argent digital. Et pour moi, c'est Litecoin. Par ce principe-là, qui est qu'il y a 4 fois plus de réserves d'argent que d'or sur Terre. Il y a 4 fois plus de Litecoin que de Bitcoin. On est sur un fork du Litecoin, c'est-à-dire qu'ils ont pris le code de Bitcoin qu'ils ont un petit peu modifié. Ça représente quand même beaucoup de risques d'être investi sur ce jeton pour une raison primordiale qui est que, contrairement à Bitcoin, on connaît bien le créateur de Litecoin, il s'appelle Charlie Lee. Et qu'à avoir, entre guillemets, un patron, ou en tout cas quelqu'un qui donne la voix, crée du risque, puisque dans le cas où il décide d'arrêter le projet, potentiellement, il n'y a pas de repreneur. Ce qui fait la force de Bitcoin, c'est qu'il n'appartient à personne, donc il appartient à tout le monde. Effectivement. Quand on a un leader un peu trop présent sur une thématique crypto ou une crypto, ça crée du risque, parce que si ce mec-là disparaît, on l'a même vu avec Tesla, par exemple. Avec Musk, par exemple. Donc, je préfère quand il y a effectivement cette force qu'a Bitcoin d'être à personne, donc à tout le monde. Litecoin représente ce risque-là. Voilà, donc à avoir un petit fonds de portefeuille. Mais je pense aussi que investir, enfin en tout cas surpondérer des lignes sur lesquelles on pourrait avoir des ETF dans les années qui viennent est aussi une bonne idée. Et là, pour le coup, Solana, Ethereum qui sont sortis dernièrement, nous on avait en portefeuille. Mais Litecoin, je pense, serait le prochain, voire Dogecoin même, puisque là, vous pouvez payer en Bitcoin dans le monde, vous pouvez payer en Litecoin. Parfait. Et donc, on a généralement un petit peu ce flux déjà de Litecoin, de réserves limitées, de halving également, c'est-à-dire que le nombre de Litecoin qui sont donnés en récompense de mineurs diminue et divisé tous les 4 ans, comme pour Bitcoin. On a ce système un petit peu déflationniste, on va dire, d'une certaine manière. Donc, call intéressant. Et sinon, jouer des challengers de big players d'aujourd'hui. Donc, si je veux challenger Ethereum, j'ai Solana potentiellement. Oui, qui est connu, effectivement. Ce genre de choses. Donc voilà, toutes les thématiques sont bonnes à prendre. Après, il y a une thématique que j'aime bien, mais qui est assez peu recommandable, malheureusement, qui vont être on va dire des crypto-monnaies qui, aujourd'hui, c'est celles qui ont le mieux performé, très clairement, les 2025. C'est Monero, Zcash, Dash. Alors, malheureusement, on ne peut pas les recommander, mais ce sont des crypto-monnaies qui vont un petit peu contre la réglementation. Au moins, ça me donne le poumon, malheureusement, de ce qui se passe en Europe et d'une réglementation qui est tellement restrictive que les seules crypto-monnaies qui permettent encore d'avoir un petit peu d'anonymat sont celles qui ont le mieux performé. C'est un signe, en tout cas, qu'on a pu voir sur le marché 2025. Je ne sais pas si c'est européen ou mondial. Je pense que c'est plutôt mondial. Mais compliqué pour les investisseurs, bien sûr, du fait de la réglementation. Bien sûr, parce qu'en fait, le fait de les acheter n'est pas interdit. C'est simplement que parfois, il y a des protocoles dans certaines crypto-monnaies qui, eux, sont interdits, parce qu'ils créent, par exemple, des adresses furtives lorsqu'on essaie de faire des transactions, et donc qui empêchent la traçabilité. C'est ça qui est interdit. Donc, si vous en avez acquéri, mais que vous les gardez, sans avoir utilisé de transaction. Enfin bref. En tout cas, vaut mieux ça donne le pouls du marché simplement, mais en termes d'investissement, ça reste compliqué. Merci beaucoup Enzo Allo, vous êtes fondateur de cryptopatrimoine.fr.